ceux qui sont venus au Maroc connaissent l'histoire des cartes de séjour. On sait de quoi on parle. Je suis Marie-Michel Diagne Ursula Bayou, je suis ivoirienne et je vis au Maroc. Alors en fait, je fais ce podcast vraiment c'est pour partager mon expérience, parler des sujets qui concernent le Maroc, donc les sujets culturels, les sujets d'éducation et aussi des sujets professionnels. Mais en tout cas, j'espère que le contenu que je vais produire avec ma team sera vraiment utile pour vous. J'espère que ça va vous apporter de la valeur, ça va vous aider dans votre quotidien et pour ceux qui veulent venir au Maroc par exemple, pour ceux qui sont déjà au Maroc et qui ont besoin de tips et tout. Voilà, donc c'est un peu ça. J'espère que ça va vous aider. Alors je suis arrivée au Maroc en 2017. Waouh, j'en parle comme si c'était hier, mais en même temps je vois que ça fait une éternité en fait. Donc je suis arrivée au Maroc en 2017. J'étais étudiante, toute jeune et tout. Et je venais en fait pour faire mon master en marketing et communication. Dis-moi, toute fraîche, j'étais là, genre je dois changer de pays, je dois aller dans un autre pays, je dois découvrir. Surtout quand tu es ivoirienne, que tu es à Abidjan. Et quand tu entends parler d'un pays marocain, plus précisément musulman, tu te dis, attends, donc quand tu vas partir, est-ce que tu vas porter la burqa? Tu vois, genre tu commences à réfléchir, genre... En fait, quand tu arrives, tu vois que c'est pas ça, en fait. Tu vas pas trouver un pays qui est loin de ce que tu vis chez toi, qui est trop loin, en fait. Tu vas pas trouver d'autres personnes, du moins des extraterrestres. Non, ce sont des personnes comme toi, qui ont le même vécu. Et après, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans la culture marocaine, dans la culture arabe en général. Donc, effectivement, quand tu arrives, tout le monde n'est pas en boubou, etc., comme on pourrait le penser quand on est en Afrique subsaharienne et tout, ou en Afrique centrale. Donc, quand je suis arrivée, il faisait très froid, parce que je suis arrivée le 1er octobre, qui est mon mois d'anniversaire au passage. Je suis arrivée le 1er octobre et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un brouillard genre à l'aéroport. Je me suis dit, mais en fait, les gars, il fait froid ici. Hein. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que bon, on est toujours en Afrique, donc ça va quoi. Mais en fait, ça va pas. Donc là, la température c'était le premier choc en fait. Mais après, je me suis pas habituée, c'est faux. Mais je me suis dit, ok, bah quand même, on est dans un pays avec un climat tempéré, donc c'est un peu normal, fallait s'y attendre et tout. Mais je pensais que l'hiver allait commencer genre en décembre et tout, mais bon, ça a très vite commencé. Et je me suis sentie un peu perdue dès le départ. Mais quand je suis arrivée à la résidence estudiantine, ça s'est bien passé, l'accueil était bien, les espaces étaient bien repartis. Donc franchement, j'ai aimé déjà le paysage marocain. On aurait pu penser à un désert, genre à du sable, mais bon, c'est pas le désert quoi. C'est genre, il y a quand même de la végétation, il y a un paysage, il y a des arbres, voilà quoi. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de forêt, à part la forêt de Bouskoura, qui est la ville verte, mais il y a quand même de la végétation et c'est très beau. Ils ont très bien aménagé le paysage de la ville à Casablanca, sachant que je suis arrivée à Casablanca directement et j'ai pas quitté Casablanca en fait, c'est ma ville et tout. Donc pour arriver au vif du sujet, donc j'ai découvert ce pays, ce très beau pays que je pense qu'est devenu mon 3e pays. C'est mon pays de cœur, voilà, le Maroc, mon pays d'accueil et que j'aime beaucoup. Franchement, tous ceux qui sont venus après moi au Maroc et qui ont vécu cette expérience-là, même si c'était juste pour un week-end, même si c'était juste pour une semaine, ils ont vu en fait la couleur du Maroc, le paysage du Maroc. Ils ont vu vraiment que le Maroc, c'est un beau pays, c'est un pays très paisible. Donc, je pars à l'école. Après, je pense, mes 2 premiers jours d'arrivée. Première semaine, j'ai commencé les cours. Je suis partie à l'école et tout. C'était vraiment intéressant. Sauf que je me suis rendu compte que mon école était vraiment loin de la ville, quoi. Parce que c'était vraiment reculé. Je me suis dit, ah, mais qu'est-ce que c'est? On m'avait pas parlé de ça. En fait, il y a plein de trucs dont on m'avait pas parlé avant que je vienne. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave. Et j'arrive. On me dit non, tu dois faire des papiers, etc. Au bout de 3 mois, du moins au maximum 3 mois après ton arrivée, et on m'informe de ça genre 1 mois après mon arrivée, et que je dois aller à Rabat pour aller à l'ambassade, etc., faire les démarches. La première question que je me suis posée, j'ai posé, c'est mais pourquoi vous m'avez pas expliqué ça avant de venir en fait? C'est-à-dire qu'en fait, ils te laissent arriver. Bon, je parle en général parce que je ne veux pas pointer du doigt une école, mais ils te disent non, viens, tu vas faire ça ici, viens, tu vas faire ça ici. Et quand tu arrives ici, tu dois faire certains papiers en fait chez toi, dans ton pays en fait. Donc tu te dis, mais attends, pourquoi vous m'avez pas dit ça? Non, mais voilà, c'est ça, il faut voir votre ambassade et tout, genre le discours commence à changer, tu vois. Donc, mais bon, bref. Donc on te dit ça, mais après tu te dis, bon, ok, c'est des papiers, tu vas aller faire.
tenez-vous prêts. En tout cas, vous allez savoir. Tous ceux qui sont venus au Maroc connaissent l'histoire des cartes de séjour. Tu es étudiant, tu es travailleur, tu es auto-entrepreneur, tu es entrepreneur. On sait de quoi on parle. Tu te dis, c'est que la paperasse. Là, j'arrive dans mon mois de composition. Je vais faire des examens à l'école, donc je ne pouvais pas partir à Rabat. Donc, je me suis dit, non, je finis les examens et je pars après. Et après, je me rends compte qu'en fait, j'aurais dû aller avant les examens. Ou beaucoup plus tôt. J'arrive, on me dit, je dois avoir un casier judiciaire du pays. Comment je l'envoie? Parce que je suis déjà arrivée. Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent encore à la période de décembre? Non. Novembre? Non. Donc, en fait, comment tu te fais livrer ton casier judiciaire depuis Abidjan, en fait? Franchement, c'était un casse-pied. Plein de documents, j'aurai l'occasion de vous en parler. En tout cas, pour ceux qui sont étudiants, vous allez avoir une séquence spéciale, en fait, pour tout ce qui concerne la carte de séjour. En tout cas, de la paperasse. Et qui prend du temps souvent à délivrer. C'est-à-dire que... Et après, on te demande... Autant encore, on avait la chance, on nous demandait 3 mois de validité. Maintenant, c'est devenu 1 mois de validité. C'est-à-dire que le temps que tu rassembles tous tes papiers, il y a un papier qui est en train d'expirer, en fait. Tu vois le délire? Ça, c'est rien. Après, tu dois rassembler et un document pour les étudiants s'appelle l'homologation. L'homologation. Déjà, je vais vous expliquer comment avoir l'homologation. L'homologation au Maroc, ils vont te demander des papiers de ton ancienne école. C'est-à-dire que moi, dans mon cas, par exemple, j'avais fait la licence dans mon pays, à l'Institut Polytechnique de Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, et il fallait que je délivre mon diplôme officiel. Ensuite, il fallait que je délivre mon diplôme de baccalauréat. Ceux qui sont ivoiriens, ils savent très bien que le diplôme de baccalauréat, tu dois aller à la déco, faire une demande. En fait, c'est pas la colonne que tu reçois dès que tu as le diplôme, non. La colonne, tu la prends, tu vas joindre en fait un autre document, ta pièce, etc. Et tu vas à la déco, tu fais la demande. Mon père a fait cette demande, je pense, 4 fois ou 3 fois. Et je vous assure que jusqu'à présent, excusez-moi pour l'administration ivoirienne, mais j'ai pas encore reçu mon diplôme de Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, quand tu fais la demande, ça fait genre peut-être 4 mois, 6 mois avant de sortir en fait. Donc en fait, tu as un long temps avant d'avoir le document. Et en fait, tu ne sais pas ça parce que quand tu fais la demande, tu te dis que dans 1 mois, c'est marqué, je pense 1 mois, etc. Mais quand tu pars voir dans 1 mois, le document n'est pas disponible. Alors que toi, au Maroc, ici, tu as 3 mois maximum, normalement, légalement, pour faire ta carte de séjour. Donc tu vois, tu imagines. Donc mon diplôme n'était pas sorti. Donc ça veut dire que moi, j'ai passé les 3 mois. La première année et j'avais pas de carte de séjour en fait. La chance avec la Côte d'Ivoire, c'est qu'on n'avait pas autant, parce que maintenant on a le visa, on n'avait pas de visa. Donc du coup, on pouvait encore se permettre de dépasser un peu le temps, de ressortir, de revenir et tout. Donc je me rends compte qu'on est en décembre, le temps est en train de passer, il me reste que 2 semaines et j'ai pas encore réuni tous mes documents pour avoir la carte de séjour. Dans le document principal qui est l'homologation, parce que l'école me demande de faire venir des documents qui sont à Abidjan, alors que quand j'étais à Abidjan, je vous assure, je leur ai demandé, est-ce qu'il n'y a pas des documents que je dois faire venir? Ils m'ont dit non, ne t'inquiète pas, viens ici, c'est ici que tu vas faire les documents. Je vous assure, la plupart peuvent témoigner, c'est comme ça. Donc, moi, en fait, quand j'ai entendu ce discours, bizarrement, j'étais perplexe, mais je me suis dit, non, c'est pas grave. Ils savent comment ça fonctionne. Donc, j'arrive, et les mêmes personnes me disent que non, tu dois livrer tel document. Alors que je les prends où? J'ai pas, genre, une mallette spéciale documents où je les sors comme ça. Donc, voilà, je suis restée dans la matrix, comme on disait à l'UNP, des documents, en fait. J'avais pas pu, en fait, sortir ces documents, donc j'ai passé le délai. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, non, il fallait que je fasse ma carte de séjour, il fallait que je trouve un moyen. Donc, effectivement, mes parents m'ont beaucoup aidé. On profitait des gens qui venaient au pays pour pouvoir avoir les documents. Et c'est au bout de quelques mois après, quand même, que j'ai pu rassembler mes documents et que j'ai pu avoir la carte de séjour. L'homologation, elle est sortie vraiment après, quoi. C'est-à-dire, on a vraiment tardé, ça a vraiment tardé pour sortir et tout. Mais heureusement que j'ai pu avoir ma première carte de séjour. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous faire un focus dessus. Comme ça, je vais vous expliquer tous les documents qu'il vous faut pour faire la carte de séjour avant que vous arriviez au Maroc, que vous soyez prêts. Comme ça, dès qu'on demande des documents, vous rassemblez ça. Et vous ne rentrez pas dans un système où genre, j'ai pas tel document, j'ai pas de carte de séjour, etc. Donc, c'est pour ça, en fait, que je fais ce podcast. Comme ça, au moins, vous pourrez par la suite être mieux outillés, ceux qui sont sur place et ceux qui vont venir un jour au Maroc. Je voulais aussi vous parler du fait que après cet épisode de carte de séjour, il y avait l'épisode des études en elles-mêmes. Et lié à la carte de séjour encore, qui n'est pas encore terminée, c'est qu'il y a des écoles... En fait, quand tu arrives au Maroc, c'est là que tu vois qu'il y a le système d'école reconnu par l'État et le système d'école accrédité par l'État. Incroyable. Après, tu te rends compte qu'en fait, quand tu es chez toi, dans ton pays, avant de venir, tu te dis, toutes les écoles sont bien, c'est crème, genre, c'est tranquille, quoi. Genre, tu t'inscris à une école, on t'accepte, et puis, tu fais
fait tes cours, ça va. Mais non. Ici au Maroc, tu as des écoles reconnues, je pense que dans plusieurs autres pays, mais c'est vraiment quelque chose qui est très déterminant. Parce que déjà, pour avoir l'homologation en question, avant qu'on parle de toi, tes papiers, il faudrait que toi, tu sois dans une école qui est reconnue. Il y a deux parties. Il y a toi, tes documents et les documents de l'école. Et on joint les deux, et ensuite, l'école va au ministère, ils font le dépôt des dossiers, je pense, de tous les étudiants, bien groupés et tout. Et après ça, tu peux avoir l'homologation. Donc, le papier de l'homologation sort. Soit c'est l'école qui te délivre ce papier-là. Tu peux aller directement au ministère avec une liste de documents à fournir. Et tu as l'homologation. Donc, tu peux aller maintenant au ministère, prendre ton homologation. Bien sûr, tu as une liste de documents que tu dois fournir. Mais ça va, quoi. J'en sais pas. Voilà, c'est des petits documents, des copies de tes diplômes, la copie de ta pièce, de ton passeport, etc. Et une heure après, ou peut-être on va te dire de venir le lendemain maximum, et tu récupères ton homologation. Et là, tu es apte à faire ta carte de séjour. Parce que les autres documents, en fait, en tant qu'étudiant, c'est vraiment une petite liste, hein, des photos, la copie de ta pièce, la copie de ton contrat de bail, un certificat médical. C'est vraiment, voilà, c'est des trucs qui sont très accessibles. Parce que de toutes les manières, quand tu arrives, on va aussi parler du logement, bien sûr. Quand tu arrives, tu es logé, du moins, tu payes ton loyer, etc., comme tout le monde. Donc, ton bailleur, il te donne un contrat de bail. C'est avec ce contrat-là que tu vas faire ta carte aussi. Mais j'en viens. Mais avant de te rendre compte, en fait, que ton école n'est pas accréditée, n'est pas homologuée, tout ce que tu veux, bah, tu tombes des nues, en fait. Et là, tu commences à faire une recherche de la liste des écoles homologuées, de la liste des écoles reconnues par l'État, et ton école n'y est pas. Tu commences à te demander, en fait, qu'est-ce qui s'est passé que tu n'as pas piqué ça. Mais effectivement, c'est normal parce que tu t'es pas informé. Parce que quand tu vas sur Internet, tu cherches juste, par exemple, école d'architecture au Maroc, ou bien école audiovisuelle au Maroc, ou bien école de commerce au Maroc. Donc, tu ne cherches pas, en fait, tout ce qui concerne l'accréditation, la reconnaissance, etc. parce que bah, tu n'as pas l'info tout simplement, tu vois. Donc, c'est surtout pour ça, en fait, que je vous partage mon expérience, pour ne pas que d'autres personnes fassent la même erreur, d'autres personnes viennent plus préparées, plus averties, etc. Il faut te renseigner sur la liste des écoles reconnues au Maroc avant de t'inscrire. Tu vérifies si ton école y est ou pas. Si ton école n'y est pas, c'est pas grave. Il y a plusieurs écoles, en fait, dans différents domaines. Donc, tu fais une recherche en fonction de cette liste-là et tu sélectionnes ton école tranquillement. Même si tu as déjà eu contact avec ces écoles-là, mais si elles ne sont pas reconnues, si elles ne sont pas accréditées, franchement, je te conseille de ne pas y aller. Voilà, parce qu'après, tu auras beaucoup de problèmes et ça ne sera pas ta best life d'étudiant qui vient à l'étranger, etc. Donc, c'est un peu ça. Pour ceux qui sont passés par là, ils savent de quoi je parle. Donc, on se comprend. Alors, donc tu finis de passer ce cap de carte de séjour et tout, et d'école reconnue, d'école accréditée. Bien sûr, en plus de ce volet qui a trait à tes études, il y a le volet climatique. Ce volet-là, bon, ça dépend de la sensibilité de chacun, mais moi, franchement, le froid et moi, ça fait beaucoup de personnes. Moi, je suis pas trop, voilà, je suis très frileuse, je suis pas trop, hiver et tout. Je préfère l'automne, printemps, été, tout ce que vous voulez, mais l'hiver, en tout cas. Donc, quand tu viens dans la période en fait, quand tu arrives dans la période de octobre, novembre, franchement, commence, ou si tu peux, je sais pas d'où tu viens, mais tu dois t'habiller, en fait, en fonction de cette période-là, parce que sinon, tu risques de t'attraper des petites grippes, etc. Même, c'est pas de niveau corona, forcément, mais des grippes où, genre, tu as la fièvre, ou bien, t'as chopé un truc, en fait, et là, ça fatigue, franchement. Donc, bien te vertir, bien te couvrir, la nuit surtout, etc. C'est des trucs que, peut-être, quand tu es dans un pays tropical, t'as pas habitué à ça, mais quand tu arrives ici, il va falloir que tu t'y mettes, en fait. Ça, c'est franchement à la sensibilité de chacun. Il y en a qui supportent bien l'hiver, il y en a d'autres qui supportent pas bien. Après le volet climatique, t'as le logement, t'as le volet culturel. Quand tu arrives, on te dit salam alaikum, tu dis quoi? Tu dis toi aussi quoi? Toi aussi tu réponds quoi? Salam alaikum. On répond wa alaikum salam, ok? Et dès qu'on te dit salam alaikum et que tu dis salam alaikum et que tu montes dans un taxi, soit si c'est ta première fois, il peut te faire un faux bond. Moi, ça a été mon cas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive, je suis allée voir, voilà, ma sœur, l'amie de ma sœur, parce que ma sœur, elle était dans une autre ville quand je suis arrivée au Maroc, pour que je lui donne un colis ou bien pour faire un échange de colis, un truc comme ça. J'arrive et en fait, je me rends compte que les histoires de taxi et tout, c'est différent. Il y a le compteur et en fait, je sais pas la monnaie, tu vois, genre je sais pas le dirham, etc. Donc je monte dans le taxi, j'étais au Twin et je suis allée à ma résidence qui est vers Sidi Marouf. Je vous assure qu'on a passé peut-être 40 minutes dans le trajet. Peut-être 1 heure, je ne sais pas combien de temps. Mais j'ai senti que le taxi me faisait tourner. Je vous assure. Et il appelait au téléphone, il parlait. J'entendais N-Shock. Mais je me suis dit, attends, N-Shock, c'est où? J'avais pas la data parce que je n'étais pas connectée et tout. Donc je sais, j'avais pas de GPS. Je me suis dit, mais Seigneur, que le gars s'il m'amène chez moi. Je me suis dit, mais comment je vais arriver chez moi? Mais est-ce que le taxi, le taximan, il sait
où je vais? Est-ce qu'il va me déposer où je dois aller? Je t'ai perdu, je vous assure. Et après, à un moment donné, je vois que je reconnais un peu les endroits. Je suis, on se rapproche de ma résidence, heureusement. Et je veux descendre, il me dit 100 dirhams. Quoi? Et j'ai dit, mais monsieur, mais ça fait pas 100 dirhams. Et il a commencé à me parler en arabe. Alors, non. Je dis, attendez, j'ai fouillé mes poches, je voulais pas avoir de problème. J'ai fouillé mes poches, je lui ai donné les 100 dirhams. Et je suis rentrée, je me suis dit, au moins il m'a déposé chez moi, je suis saine et sauvée et tout. Donc j'appelle l'ami de ma soeur pour lui dire, je suis bien arrivée, etc. Il m'a demandé le taxi, ça t'a coûté combien? J'ai dit 100 dirhams, il dit, quoi? Tu es allé à l'aéroport? Mais il ne savait pas te faire 100 dirhams. Il n'y a jamais un tarif de 100 dirhams. À moins que tu ailles à l'aéroport, à Casa, il n'y a rien. Genre, la limite, genre, maximum, genre, c'est 40, c'est pas 45, mais c'est pas 100 dirhams. Il t'a pris l'argent, etc. Je me suis dit, mais je connais pas, je sais pas, et tout. Donc, la monnaie, franchement, il n'y a pas de taxi de 100 dirhams ici. À moins que tu ailles à l'aéroport où, genre, tu dois payer un tarif. Bon, ça dépend, 150, 200, 250 selon le service de la personne. Mais ça n'existe pas de taxi de 100 dirhams. Même si tu prends, je sais pas, les applis, je sais pas, Yongo, Drive, etc. Tu vas pas payer 100 balles, en fait. À moins que tu quittes Casa pour aller à Rabat, en fait. Mais je savais pas. Vous voyez? Donc vraiment, s'informer sur la monnaie, c'est très important. Faire les conversions, essayer de du moins, si vous connaissez pas quelqu'un qui est au Maroc, essayez vraiment de faire une recherche sur Google, taxi, etc., genre trajet, etc. Maintenant, heureusement, il y a des applis, donc voilà, c'est plus facile. Mais franchement, faites attention aux monnaies. Et surtout à la Médina, quand vous allez aller acheter, je sais pas, le poulet, etc. ou d'autres trucs, hein, le savon noir, des épices, etc. Tu connais pas. Moi, j'ai déjà acheté des épices, le poivre à 30 dirhams, 40 dirhams à la Médina. Je vous assure, alors que peut-être c'était un truc de 5 dirhams, etc. Donc, faites vraiment attention à ce volet-là, surtout quand vous arrivez, les conversions, les monnaies, et ne convertissez jamais devant le marchand. C'est-à-dire que là, tu es en train de te demander, 50 dirhams, ça fait combien en francs CFA? Oh, ça y est, c'est bon. Ça, tu es cuit. Tu es perdu, en fait. Là, on t'a chopé. Donc, faites vraiment attention à ce volet-là. Mais bon, c'est normal. Au début, ça va ça va pas aller. Mais après, bon, tu vas percuter. Mais le mieux, c'est que tu sois mieux préparé, en fait, à tout ça. Et le logement, on va attaquer le volet logement, je t'assure. Alors, pour ceux qui sont, bon, je sais pas, en Afrique subsaharienne en général, je pense que c'est comme ça. Tu payes des mois de loyer en guise de caution et tu rentres dans l'appartement. Heureusement, au Maroc, tu payes juste, bon, la majorité des cas, hein, tu payes juste 1 mois de loyer et 1 mois de caution. Et bon, quand tu as un démarcheur qui t'aide ou une agence, tu payes un certain montant de frais de commission. Voilà, normalement, c'est ça. Mais quand tu sais pas, tu peux tomber sur quelqu'un qui va te dire 2 mois de loyer. En plus, ils vont te dire 2 mois de loyer comme caution, 1 mois de loyer. Ils vont te dire 1 mois de frais d'agence ou bien 1 mois de démarchage. Ça, vraiment, ok. Donc, genre, tu vas payer 5 mois, là, genre 4 mois, 5 mois, juste pour rentrer dans l'appartement. En général, tu payes 2 mois et la commission, bon, c'est à toi de voir en fait comment tu t'arranges avec le démarcheur, en fait, tu vois. Donc, c'est quelque chose vraiment que tu peux t'organiser, à toi de négocier, quoi. Quand c'est en agence, effectivement, en général, les agences vraiment établies, c'est 1 mois de loyer, voilà. Mais tout le reste, là, tu peux toujours, les démarcheurs et tout, tu peux toujours t'entendre avec eux, négocier, genre moitié loyer ou 1000 dirhams ou bien 1500 dirhams, etc. Déjà, 1 dirham, ça fait 60 francs CFA. Donc, voilà, pour info. Donc, tu te bases sur ça et tu fais des conversions. Tu essaies d'avoir un budget, d'établir ton budget mensuel avant de venir. Parce qu'on est pressé, on va venir faire les études et tout. Mais on n'a même pas une vision sur la cherté de la vie, du moins le coût de la vie. Parce que je ne veux pas dire que le Maroc est cher, mais je veux dire le coût de la vie au quotidien. Telle chose coûte combien, le transport, la nourriture, les restaurants, etc. Donc, essaie de te faire un petit budget. Comme ça, tu n'es pas perdu quand tu arrives et tu es tranquille, quoi. Bon, pour ceux qui viennent étant étudiants et tout. Et pour ceux qui travaillent surtout, parce que quand tu travailles, bah, tu es l'adulte, toi, tu es ton père, tu es ta mère, voilà, c'est toi qui payes tes factures, en fait. Donc, tu ne vas pas venir sans avoir une idée de budget. Surtout, après, ça va avoir en fonction du salaire que tu auras, mais c'est toujours plus intéressant d'être mieux préparé avant de venir côté budget. Donc, quand tu as fini de t'installer, tu as fini, en fait, de voir ton école, de commencer tes cours, tu as pris connaissance de la carte de séjour, etc. Tu vois un peu ton budget, le logement, tu sais un peu comment ça se passe, tu as déjà eu ton contrat de bail, etc. C'est très important que quand tu viens, en fait, au Maroc et que tu aies accès à un logement, soit une chambre ou un appartement, tu aies un contrat de bail. Ça, c'est très important. Je te conseille de ne pas accepter les logements sans contrat de bail.
Du moins, tu sais pas si t'as pas besoin de carte de séjour ou pas, c'est faux. Tu as besoin de carte de séjour, c'est pour tous les étrangers. C'est pas que pour les subsahariens, c'est pas que pour les centrafricains, etc. C'est pour tous les étrangers, les Américains, les Français, tout le monde ici. Voilà, on fait la carte de séjour, ok? Très bien. Donc, quand tu arrives, il faut toujours avoir ton contrat de bail à jour. C'est-à-dire que même si tu es dans un appartement en colocation avec quelqu'un qui a un contrat de bail, quand tu arrives, tu dis, faut que mon nom figure aussi sur le contrat de bail. Donc, ça veut dire que c'est une nouvelle procédure qui va être enclenchée. La personne doit informer le bailleur que tu es là, tu occupes tel espace, telle chambre, etc. Et il va falloir que vous, lui et le bailleur et toi, renouvelliez le contrat de bail. Si vous êtes 3 ou 4, c'est très important. Comme ça, c'est un document déjà qui fait partie de la liste qu'il faut avoir pour les cartes de séjour. Donc, voilà, tu es obligé de base. Et c'est toujours bien d'avoir ce document pour soi-même. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est une petite parenthèse pour le contrat de bail. Quand tu vas prendre ta chambre, par exemple dans un appartement, c'est très important aussi de savoir que en fait, en fonction des zones, tu as le loyer, en fait, tu as le prix du loyer. Par exemple, à Ulfa, peut-être tu pourras avoir un loyer plus intéressant comme 1000 dirhams, 800 dirhams, etc. Mais dans les zones au centre, comme Marif, 2 Mars, la Gironde, Gauthier. Bon, Gauthier, ça, c'est un autre level. Gauthier, c'est genre Cocody, quoi. Bon, bref, en tout cas. Donc, voilà, en fonction des zones, tu as un prix, en fait, du loyer. Et en général, ça varie entre 1000 et 2500 dirhams. Voilà. Donc, une fois que tu négocies ton loyer, etc., avec les commissions, n'oublie pas surtout la condition très importante d'avoir ton nom sur le contrat de bail. Donc, d'avoir le contrat de bail. Alors, le contrat de bail, c'est différent du certificat d'hébergement, attestation d'hébergement. Je m'explique. L'attestation d'hébergement, en fait, avant, c'était un document qui était accepté par l'administration marocaine pour les cartes de séjour, mais il y a quelques années, ils ont décidé de ne prendre que le contrat de bail. Mais si tu ne le sais pas et que la personne te dit, si on te fait une attestation d'hébergement, est-ce que c'est OK pour toi? Et que tu lui dis oui, parce que tu sais pas, tu vas avoir des problèmes tout simplement parce que quand tu vas aller à l'administration pour faire tes papiers, tu vas voir que ce papier-là, il n'est pas valable. Donc, il faut vraiment être focus contrat de bail. Donc, si la personne te dit, on te donne une attestation d'hébergement, ça te va? Tu lui dis, non, ça me va pas. Tout simplement. Tu lui dis que, en fait, j'ai besoin du contrat de bail avec mon nom marqué dessus. Voilà. Mon nom, ma pièce, etc. Toutes ces infos qu'il faut. Voilà. C'est très, très important, ce sujet-là. Donc, une fois que tu as passé ce cap-là de logement, etc., tu te rends compte en fait que tu es dans un pays arabophone. Du coup, on va parler de la langue. Une fois que tu finis de te loger et tout, tu es installé et tout, et là tu vois en fait que tu commences à voir que tu es dans un pays où on parle arabe. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Voilà, par exemple, tu sors, t'as fini, tu veux même aller acheter, je sais pas, un balai ou je sais pas, quand tu veux faire ton nettoyage de base. Et tu te rends compte que l'épicier, il te dit salam alaikum, voilà, il commence à te parler en arabe. Toi, t'es là, t'es perdu, tu sais pas comment tu vas capter le truc et là tu te rends compte en fait qu'il y a la langue que tu comprends pas en fait et que tout le monde parle pas forcément français au Maroc. Donc en fait ce volet de la langue aussi, c'est un volet à prendre en compte en fait quand tu viens au Maroc parce qu'il faut que tu puisses déjà comprendre. Peut-être parler c'est un peu plus difficile, mais plus déjà comprendre, avoir les petits mots, chouya, bzef, tu vois, voilà, donc choukran, déjà choukran ça veut dire merci, bzef c'est genre bzef. Beaucoup, c'est trop, voilà. Quelqu'un te dit, par exemple, tu vas acheter, je prends un exemple, une bouteille d'eau, et la personne te dit 20 dirhams. Tu peux dire bizef, c'est trop, en fait, tu vois, voilà. Donc, c'est des petites expressions qu'il faut avoir, en fait, il faut connaître, en fait, de base, et après, commencer à te présenter, par exemple, en arabe, etc. Mais je veux dire, c'est important, la langue au Maroc, c'est important d'avoir un peu, en fait, des bases linguistiques de Darija, déjà, pour commencer, qui est la langue, le jargon commun, en fait, le dialecte commun des Marocains. Et ensuite, pour des plus, quand même, apprendre un peu d'arabe, en fait. Voilà, l'arabe classique, comme on dit. Voilà. Donc ça, c'est un volet, en fait. On aura le temps d'en discuter. Je vais vous faire un focus dessus bientôt. Ne vous inquiétez pas. Il y aura même un invité. On verra bien comment on va organiser ça. Mais c'est très important déjà pour les études parce que souvent, tu vas à l'école, tu vas faire des cours et puis après, le prof, il te parle en français et à un moment, il switch en darija.
C'est magnifique. Et là, t'es perdu. Et après, il revient en français, donc, du moins, il revient sur la langue française. Donc après, là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a dit entre-temps? Et entre-temps, tes camarades de classe marocains sont en train de rigoler. Toi, tu as rien compris, tu vois. Donc, c'est vraiment important. Même au travail, souvent, en fait, dans le milieu professionnel, tu es confronté, en fait, à des offres d'emploi, même sur LinkedIn, où c'est marqué dans les langues. Il y a français, anglais, bon. Il y a arabe, où ils te mettent l'arabe, carrément. Ou français, arabe ou arabe. Genre, comme prérequis pour postuler. Donc, si tu n'as pas un peu de base, voire une certaine maîtrise, arriver à un certain niveau de ton expérience au Maroc, bah, ça va être un désavantage pour toi si tu ne comprends pas la langue ou bien si tu n'arrives pas à t'intégrer de ce côté-là. Donc, moi, je recommanderais, en plus du français pour ceux qui sont francophones ou de l'anglais pour ceux qui sont anglophones, de parler ou bien d'essayer de maîtriser un peu le Darija. Bah, l'anglais, ce serait bien, c'est-à-dire que à défaut de ne pas maîtriser le Darija, il faut au moins comprendre un peu d'anglais, quoi. Tu vois, c'est-à-dire essayer d'avoir une meilleure intelligence linguistique, en fait, quand tu veux t'installer ou même juste faire des études au Maroc. Ce que je te conseillerais. Donc voilà, notre vidéo tire à sa fin. J'espère que ce partage d'expérience t'a permis d'y voir un peu plus clair sur l'expérience au Maroc, comment ça se passe, budget, logement, etc. Et j'espère aussi que les prochaines vidéos te seront utiles aussi. N'hésite pas aussi si tu as des questions à les mettre en commentaire ou si tu as apprécié cette vidéo à me le dire. Comme ça va me permettre, tu vois, de te donner le maximum de valeur possible pour les prochaines vidéos. Et n'hésite pas à t'abonner aussi et à activer la cloche de notification. Et on se dit à bientôt. Bye!